Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec un format qui est similaire au précédent, c'est-à-dire qu'on va voir cette deuxième partie sur le même modèle. Donc, nous allons commenter ensemble les documents qui sont page 290, page 292, excusez-moi pour l'erreur sur le PowerPoint. Donc sur l'essor de la presse. À l'issue de ce commentaire, je vous transmettrai du coup une synthèse qui reprend tout ce que j'ai dit à l'oral, mais vous pouvez toujours rajouter des petits éléments que je rajoute à l'oral sur cette synthèse. Et à la fin de cette synthèse, je vous ai mis deux liens qui me semblent importants de consulter, puisqu'ils retracent l'histoire de la presse. Pour le premier lien, d'une façon très condensée, puisque c'est un compte rendu. Et pour le second lien, c'est en fait une exposition qui a été faite à la BNF sur justement un peu l'histoire de la presse, avec des thématiques qui nous concernent, mais également des thématiques un peu dérivées. Donc je vous ai donné le lien de l'exposition complète, comme ça vous pouvez choisir. Soit vous consultez uniquement ce qui a lien avec l'histoire de l'essor de la presse, soit vous regardez tout, puisqu'il y a des thématiques très intéressantes, comme par exemple le combat pour la liberté de la presse, etc. Voilà. Donc nous, maintenant, après avoir vu un peu la diffusion et l'invention de l'impression du livre imprimé, on va voir en fait comment de cette invention, on est passé un peu à un média de masse grâce à l'invention de la presse qu'on a vue au XVIIe siècle, mais surtout grâce à l'âge d'or de la presse qui a lieu au XIXe siècle. Car oui, au cours du XIXe siècle, d'accord, la presse se développe, permettant la diffusion massive et publique de l'information grâce à des innovations qui sont des innovations industrielles et économiques. Donc on est au moment où la presse, elle est tirée à suffisamment grand tirage avec un prix suffisamment bas pour pouvoir être accessible pour tous, et ça devient donc le média, puisqu'à l'époque, il n'existe pas réellement d'autres médias, si ce n'est, on va dire, la discussion, potentiellement les discours, et sinon les livres. Voilà. Donc ça devient le média par excellence. Et donc, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo, à regarder les documents pages 290-292, à les lire, à peut-être avoir une petite réflexion personnelle dessus. Et maintenant, je vais les commenter. Voilà. Alors, notre premier document est un document très court. Il s'agit d'un document qui est composé de 3 articles. En fait, ces 3 articles qui composent la loi sur la liberté de la presse qui a été publiée le 29 juillet 1881. Donc, normalement, vous avez étudié cette année, c'est lors de la Troisième République. Et cette loi, elle affirme bien évidemment le principe de la liberté d'impression. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on n'avait pas dans la période qu'on a vue auparavant, la période moderne où l'Église, puis ensuite les rois vont énormément censurer la presse. Louis XIV, il est connu pour sa censure extrême de la presse, d'accord ? Donc là, on a une liberté d'impression. Et donc, ça met fin au système d'autorisation préalable, que ce soit un système étatique, c'est-à-dire royal, monarchique, peu importe, ou un système ecclésiastique, donc venant de l'Église. Voilà. Donc, vous avez 3 articles. Dans l'article 1, on fixe comme principe la liberté d'imprimerie et de librairie. Donc ça veut dire qu'on peut vendre n'importe quel ouvrage et on peut imprimer n'importe quel ouvrage. C'est très important puisque ce n'était pas vraiment le cas auparavant. Donc c'est une liberté qui n'est pas uniquement une liberté de la presse, c'est aussi une liberté pour les livres. D'accord ? Puisque vous saviez qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient censurés, bien évidemment. Donc on supprime le système d'autorisation préalable qui obligeait les éditeurs, alors c'était même pas les auteurs, c'était les éditeurs, à soumettre le texte avant la publication. On en avait déjà parlé. Et donc ça permettait évidemment une censure, puisqu'on décidait de donner ou non l'autorisation d'impression, bien évidemment sur des bases qui sont des bases politiques, on va dire, ou religieuses.
Par contre, d'accord, au lieu de faire un système qu'on appelle préventif, c'est-à-dire un système où on va censurer, on va autoriser la diffusion, mais on va quand même mettre un système en place qui est un système répressif, puisque ce système il va permettre de sanctionner les journaux qui vont enfreigner les limites fixées par la loi. Donc c'est ce que vous voyez surtout dans l'article 27. Donc c'est surtout au niveau de la calomnie, du mensonge, etc. Donc on instaure déjà là une certaine éthique journalistique. D'accord ? Donc on interdit la reproduction de fausses nouvelles, de nouvelles qui sont fabriquées, qui sont falsifiées. C'est-à-dire juste on va un petit peu modifier un terme du fait ou peu importe, ou mensongère. Et on fixe aussi une peine, donc puni d'1 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 5 à 1000 francs. Donc voilà. Donc vous voyez, on passe d'un système à un autre, d'un système préventif de censure à un système répressif, mais un système répressif qui quand même permet de diffuser les nouvelles de choix, peu importe que ça soit politique ou non. Il faut juste faire attention effectivement à instaurer une certaine éthique journalistique. Voilà, on passe au document 2. Donc le document 2, il parle un peu de lui-même, on va quand même faire un petit résumé oral, mais c'est une infographie qui est tirée en fait d'un livre d'histoire qui s'appelle l'Histoire générale de la presse française et qui a été publié en 1972, donc c'est un ouvrage assez ancien. Et cet ouvrage, cette infographie nous montre un petit peu l'évolution de la presse de manière générale, mais aussi avec le tirage de chaque journal. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà que la presse française, elle a un véritable succès auprès de la population. C'est visible à travers l'augmentation du nombre de titres à Paris et en province qui sont tirés et donc on suppose vendus entre 1874 et 1914. Donc on comptait seulement 40 titres dans la capitale et 179 dans les autres régions, ce qui faisait un total de 219 en 1874. Et ensuite, attendez, excusez-moi. Je disais oui qu'il y a eu 219 journaux différents en 1874, alors qu'on en dénombre 80 à Paris et 242 en province, donc 322 au total, en 1914. Donc on a vraiment une augmentation du nombre de titres. Donc c'est une augmentation qui peut être due soit à une pluralité par exemple politique, donc par exemple des journaux de différents partis qui vont se développer, soit à une diversité de sujets. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus, et on en parlera ensuite, une presse qui est une presse pas uniquement de nouvelles, mais par exemple une presse de divertissement, une presse spécialisée, etc. La diffusion des titres, elle connaît le même essor spectaculaire, donc on a un essor au niveau de la diversité, mais aussi au nombre de tirages, puisqu'on passe de 1,35 million d'exemplaires écoulés chaque jour, en 1874 à 9,5 millions en 1914, ce qui fait une multiplication de 7 par 7 en 40 ans. C'est énorme, d'accord ? Il y a certains journaux qui se vendent quotidiennement à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, 670 000 exemplaires pour le matin, 810 000 pour le journal, 835 000 pour le petit journal et même 1,4 million pour le petit Parisien en novembre 1910. Donc on est vraiment sur des gros titres qui se vendent énormément. Par curiosité, je vous invite à regarder les chiffres des plus gros quotidiens vendus aujourd'hui en France et vous verrez à quel point on était vraiment dans ce qu'on appelle l'essor, l'âge d'or de la presse, puisque vraiment c'était très répandu avec une grande diversité. Voilà pour ce commentaire. Ensuite, on a un document. Donc c'est un document qu'on pourrait juger un document source, puisque c'est une
homme, Eugène Dubief, qui écrit en fait un ouvrage sur le journalisme à la fin du 19e siècle, donc au moment de l'âge d'or justement de la presse. Donc je vous invite à lire ce texte. Et en lisant, vous pourrez constater que pour Eugène Dubief, les journaux français, ils permettent de toucher justement l'ensemble de la population. En effet, on voit que déjà tous les âges y sont concernés. On voit d'ailleurs qu'il dit « Le journal est l'un des premiers instincts de l'adolescent, une des dernières curiosités du vieillard ». Donc ça montre que même si on est jeune, on va consulter la presse, quand on est vieux également, ce qui est très différent puisque, comme on l'a vu dans notre introduction aujourd'hui, on est sur une presse qui va toucher plus une classe d'âge plutôt avancée, donc plutôt âgée, ou une classe sociale plutôt élevée, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. On voit aussi que la presse, elle s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, même si les deux groupes, ils ne sont pas sensibles au même sujet. Donc, on le voit par la citation suivante. Par les images, il s'empare de l'enfant, par le roman de la femme, par la philosophie, le souci des affaires publiques de l'homme. Donc, on voit en fait que chaque type de personne, chaque genre lit du journal, mais ne va pas lire les mêmes sujets. Et c'est là où on revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une presse très diverse qui va se développer avec voilà, une presse d'opinion, une presse à scandale, une presse informative, une presse du divertissement avec des journaux sur, par exemple, le sport, avec des journaux sur la mode, ce genre de choses. Si on écoute un petit peu, enfin si on lit ce que dit Eugène Dubief, on a l'impression vraiment que 100% des Français lisent le journal, se sont habitués au journal et même ont besoin du journal, puisqu'il le dit, je cite, « C'est une distinction qui s'impose, un superflu plus que nécessaire à la vie que le chemin de fer ou le télégraphe, aussi indispensable que le pain quotidien. » Donc, ce pourquoi la presse, elle connaît un essor aussi à ce moment-là, c'est le fait que ça rentre un petit peu dans la routine des gens. Le journal, il est accessible, on peut l'acheter même quand on n'a pas énormément de moyens. C'est une forme de divertissement comme une autre, mais qui est accessible, une forme d'information, donc c'est un média qui est privilégié. Vous avez des journaux partout, pas uniquement dans les villes, vous en avez en province, vous en avez dans les campagnes, vous avez des crieurs de rue qui vous distribuent le journal, etc. Donc vraiment, vraiment très, très accessible. Et c'est ça qui est important. On retient la diversité du journal, l'accessibilité et du coup le fait que toutes les classes d'âge, tous les genres, toutes les classes sociales sont concernées par le journal, ce qui est très très différent de la situation actuelle en France. Notre document 4, plutôt nos documents 4, qui sont des documents très intéressants. Vous avez deux unes de quotidiens parisiens. Vous avez donc à gauche le petit journal du 22 juillet 1900 et à droite le petit Parisien du 13 avril 1902. Donc à peu près sur la même période, toujours dans notre âge d'or, donc entre 1870 et 1914. Voilà, donc fin du 19e siècle. Alors, attention, je fais un petit parallèle, 2 secondes, une petite parenthèse. En histoire, ce qu'on appelle le 19e siècle, certainement vous le savez, mais je fais un rappel, ce 19e siècle, il ne s'arrête pas en 1901, il s'arrête en 1914. Pourquoi ? Parce qu'en histoire, voilà, pour nous, il n'y a pas de véritable signification de dire que ça s'arrête en 1901, ce 19e siècle, mais plutôt ce 19e siècle d'alternance politique, de vives tensions internes, d'accord, en France. Il va s'arrêter en 1914, où on va déboucher sur une nouvelle période, la période des guerres mondiales, la période des tensions avec les puissances, on va dire, adjacentes à la France, etc. Donc vraiment, pour nous, d'accord, le 19e siècle s'arrête en 1914 et le 20e, alors ça dépend, certaines personnes disent 2002, d'autres disent 1991, ça se débat. Mais vous voyez que c'est pas forcément figé comme on peut le penser. Donc on est bien à la fin du 19e siècle ici. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on a deux unes de journal que vous pouvez voir et regarder attentivement, essayer de regarder un peu les scènes qui sont dessinées ici sur ces unes, avec deux titres. À gauche, événements de Chine, assassinat
du baron de Ketteler, ministre d'Allemagne. Et à droite, vous avez un acte de dévouement. Vous voyez une femme se jeter sous les roues d'une calèche pour sauver une enfant. Et donc là, bien évidemment, vous voyez des Chinois, puisque c'était le ministre d'Allemagne en Chine qui tue en fait le ministre d'Allemagne. Donc super, madame. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces unes ? Déjà, en fait, ça permet, ces unes, d'analyser les stratégies éditoriales des deux quotidiens qui sont à l'époque les plus lus. Donc, c'est ceux qui s'écoulent le plus et qui sont le plus répandus. Donc, le Petit Journal, c'est national. Le Petit Parisien, vous imaginez que c'est plus régional. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit, du coup, grâce à ces titres, que ces deux unes, elles cherchent à attirer l'attention du lecteur en ayant recours non pas à des faits très importants à l'époque, mais plutôt aux faits divers. D'accord ? Donc ils utilisent le pouvoir de l'image, de la mise en scène, parce que clairement le dessin c'est pas forcément réellement ce qui s'est passé, d'accord ? C'est une mise en scène du dessinateur pour attirer l'attention, et on n'utilise non pas des faits qui ont une importance, on va dire, capitale dans l'histoire politique, religieuse, économique du pays, mais ce sont des faits divers. Voilà. Donc déjà, pourquoi ? Déjà à gauche, on voit entre guillemets un peu le choc de l'image, c'est-à-dire ce ministre qui est lynché, poignardé par la foule, qui baigne dans son propre sang, alors qu'il était le représentant d'une forme d'ordre en Chine. Donc ça, c'est très très choquant. Pour petit rappel, la Chine à cette époque, elle était dirigée par plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, en Mandchourie notamment. Voilà. Et de l'autre côté, donc pour la une du Petit Parisien, on voit vraiment la femme qui se sacrifie, qui se fait piétiner pour sauver la vie d'une petite fille. Donc vraiment là, on est dans le spectaculaire, dans le représentatif. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à faire acheter en fait tout simplement le lecteur pour peut-être ensuite diffuser d'autres informations plus intéressantes et plus importantes dans le reste du journal, mais on l'attire ainsi. Et c'est ça aussi que la presse va vraiment se diffuser, puisque tout simplement, vous savez que la plupart des personnes ne s'intéressent pas forcément à la politique, à la diplomatie, d'accord, mais aiment bien avoir les nouvelles de ce qui s'est passé dans leur quartier, de ce qui a pu se passer dans le monde, donc ils vont s'intéresser à ça, et c'est ça qui fait vendre. Donc c'est pour ça que ça va permettre à ces quotidiens de se vendre à très grand tirage, et du coup à potentiellement informer une tranche de la population qui ne désirait pas l'être à l'origine. Voilà. Et donc, notre dernier document, le document 5, les mutations de la presse française. Alors, ce document, c'est un document qui est en fait tiré d'une exposition de la BNF, la presse à la une, que je vous ai mis en fait tout simplement donc dans les liens de la synthèse, vous verrez, c'est cette exposition-là dont je vous parlais, et qui a été rédigée par Christian Delporte en 2014, sachant que Christian Delporte est un historien spécialisé dans la presse. Et donc, selon Christian Delporte, dans cet article que je vous invite à lire, il explique en fait l'essor de la presse française par 4 facteurs principaux. Moi, j'en rajouterai un ensuite, mais 4 facteurs principaux. Le premier, c'est le progrès de l'alphabétisation. Excusez-moi. Donc, comme vous le savez certainement, d'accord, en 1881-1882, on a les lois Jules Ferry. Donc les lois Jules Ferry, je vous les rappelle très brièvement, ce sont des lois qui ont été instaurées donc, par le ministre Jules Ferry et qui instaurent l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous. Et donc forcément, on commence à entre guillemets, scolariser des tranches de la population qui n'étaient pas, parce que soit ils travaillaient quand ils étaient très jeunes, soit ils n'avaient pas les moyens financiers d'aller à l'école. D'accord ? Et donc, bien évidemment, on va leur apprendre à lire. De plus en plus de lecteurs vont savoir lire. Et bien évidemment, beaucoup plus de personnes plutôt que de lecteurs vont savoir lire. Et du coup, le public de lecteurs s'élargit.
et par conséquent sont plus aptes, on va dire, à lire un journal et donc à l'acheter, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième facteur, il est technique. Alors, moi, je parlerai d'un autre facteur technique ensuite, mais déjà, des facteurs généraux. Déjà, première chose, on a le développement du chemin de fer. Et donc, par le développement du chemin de fer en France, on va avoir l'élargissement d'un marché national. C'est-à-dire qu'auparavant, quand vous produisiez du beurre, vous le vendiez à côté de chez vous parce que vous ne pouviez pas non plus l'importer, on va dire, je ne sais pas si vous faisiez du beurre en Normandie, ça revenait extrêmement cher de l'exporter à Marseille. Voilà. Avec le développement du chemin de fer, évidemment, c'est beaucoup plus rapide pour transmettre des biens et donc par conséquent transmettre de l'information. Les journaux vont donc se développer, le marché national va donc permettre de toucher tout le pays et c'est là où on va avoir beaucoup de développement notamment de journaux provinciaux, et de journaux qui sont nationaux puisqu'on peut permettre la diffusion à l'échelle nationale. Le troisième facteur, il est politique, bien évidemment. On l'a vu avec notre document 1. On a une loi en 1881 sur la liberté de la presse qui va du coup encourager la création de nouveaux titres, puisqu'on a la liberté un petit peu de communiquer comme on veut tant qu'on ne dit pas de choses mensongères, tant qu'on ne déroge pas à l'éthique. Du coup, on va avoir une presse qui va de plus en plus se développer puisqu'on a beaucoup moins peur de la censure, notamment sur certains sujets comme la science, comme la religion, comme plein de choses. Et le quatrième facteur, c'est un facteur dit idéologique, puisque comme les journaux ils vont se diversifier, ils vont cesser d'être uniquement des vecteurs politiques d'opinion, ils vont s'adapter aux demandes des lecteurs. Et comme ils vont s'adapter aux demandes des lecteurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des personnes qui seront peut-être peu aptes ou pas intéressées, en fait, tout simplement par la lecture de journaux politiques, vont se mettre à lire des journaux. Et donc, comme on l'a vu, les stratégies éditoriales, elles évoluent. On a différents types de journaux qui sortent, des hebdomadaires, des quotidiens et même des mensuels. Et l'accent, il est de plus en plus mis par les quotidiens à large tirage sur les images et le sensationnel pour toucher une population qui n'est pas forcément intéressée à l'origine par le politique, le diplomatique, l'économie, et qui pourront quand même lire par le biais des journaux qui mettent aussi une place aux faits divers, des nouvelles politiques, etc. Voilà. Moi, je vais vous rajouter un facteur qui n'a pas du tout été ici développé par Christian Delporte. Et je vous invite à le prendre en note puisque ce ne sera pas enfin, si ce sera un peu sur votre synthèse, mais vous pouvez quand même prendre en note. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un facteur technique très très important qui permet en fait tout simplement de développer la presse à très très grand tirage. C'est l'invention de la presse rotative. Donc, vous vous souvenez, avec la presse de Gutenberg, qu'est-ce qu'on faisait ? On plaçait des caractères mobiles, on pressait la feuille et il fallait que quelqu'un dépresse, puis enlève la feuille, etc. Donc ça prenait extrêmement de longtemps à faire tout ça. Là, avec cette presse rotative qui tourne au début grâce à une machine à vapeur, donc c'est grâce à l'invention de la machine à vapeur qu'on arrive à inventer la presse rotative. Puis ensuite, ça marchera à l'électricité, bien évidemment. Vous avez tous ces cylindres qui tournent et qui, du coup, compressent le papier pour copier. D'accord ? Mais en tournant, vont l'emmener de plus en plus loin pour le déposer ensuite sur une pile. Et ça permet, du coup, d'imprimer très rapidement beaucoup d'exemplaires, on va dire, d'une page. Puisque, avec le rouleau de papier qui roule, on peut ainsi imprimer, voilà, grâce à la presse, sur beaucoup d'exemplaires d'une même page. Donc pour un journal, c'est très très avantageux parce que imaginez un journal qui a une vingtaine de pages, on va faire tourner la presse ou peut-être faire tourner 20 presses, bon voilà, peu importe, voilà, pour imprimer le journal.
Donc, c'est en 1814 qu'on a la première presse rotative au siège du quotidien britannique The Times. Elle est installée puisque c'est une presse à vapeur qui est composée à l'époque de 2 cylindres et qui a été conçue par les ingénieurs allemands Koenig et Bauer. Donc, c'est la première presse rotative. Là, l'image que vous avez, c'est une presse de Marinoni, excusez-moi, qui a été inventée, on va dire, très peu de temps après, voilà, on va dire mi-19e siècle, donc très peu de temps après, et qui, voyait, a beaucoup plus de cylindres, puisqu'on en voit 4 ici qui permettent de compresser. Donc voilà. Donc c'est une véritable révolution technique, d'accord, qui a permis la révolution au niveau de la communication. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, quand on est dans une époque de révolution industrielle, si vous me permettez le terme, même si je l'aime pas trop, on est aussi dans une époque où on invente beaucoup, où on trouve beaucoup de moyens pour, on va dire, simplifier le travail ouvrier, l'accélérer, d'accord, augmenter les productions, augmenter la rentabilité, et la presse rotative en fait partie, et ça permet l'essor de ce média de communication. Voilà, donc je vous invite maintenant à consulter la synthèse que je vous ai normalement donnée, d'accord, n'hésitez pas à me la réclamer si ce n'est pas le cas. Et donc on se retrouve la prochaine fois puisque nous allons voir 2 autres grandes révolutions techniques de la communication, celle de la transmission en direct grâce à la radio et à la télévision. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé, et donc on se retrouve la semaine prochaine.